Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du lundi 30 décembre 2024. Dans les actualités de ce jour, le ministre de la Sécurité publique a mis en place une stratégie particulière en cette période de fête de fin d'année et de nouvel an afin que la population puisse faire la fête sereinement. Tous les éléments de la police nationale dans toute l'île seront mobilisés, notamment dans les grandes villes. Ils se déploieront partout, notamment dans les lieux très fréquentés selon les informations. Chacun peut se rendre auprès des commissariats le plus proches ou appeler immédiatement les forces en cas de besoin. Tout ce détail avec Radroman Zatouf et Félan Rakoutoarsoul. La stratégie de la police nationale pour la fin de l'année et la nouvelle année repose sur deux éléments. Le maintien de la sécurité et l'organisation de la circulation, tant des villes que sur les routes nationales. En matière de sécurité, la police nationale sera mobilisée sur toute l'île, notamment dans les zones fréquentées, les lieux de réception et les lieux classés zone rouge en matière d'insécurité. Aujourd'hui, le ministre de la Sécurité publique, accompagné de ses collègues, se sont rendus sur les marchés et les lieux très fréquentés de la capitale, notamment le marché d'Issouch, le marché d'Impasque, le marché des 67 hectares et le marché d'Andjavouang. Le ministre a échangé avec les commerçants, a observé la mise en œuvre de la stratégie et a également encouragé les policiers dans l'accomplissement de leur travail lors de cette descente. Le ministre de la Sécurité publique a exhorté chacun à se rendre auprès du commissariat le plus proche ou à appeler immédiatement les forces en cas de besoin. Le ministre a également confirmé que la coopération avec d'autres forces de sécurité se poursuit pour maintenir la sécurité à l'approche des fêtes. Ensuite, la sensibilisation de la population sur la lutte contre la violence basée sur le genre que mène la BFP ou la Brigade féminine de proximité se poursuit toujours. Et aujourd'hui, les éléments de la BFP ont mené cette campagne à Nalakeil et ses environs, sensibilisant quelques 1500 personnes. Fait la Rakoutoarsoul sur les images de Radroman Zatouf. La BFP, ou Brigade féminine de proximité, a reçu 5400 plaintes pour violences cette année, 1320 concernées des violences contre des enfants. Toutefois, les femmes et les enfants ne sont pas les seules victimes de violences, mais les hommes le sont également. Jusqu'à aujourd'hui, environ 300 hommes victimes de violences conjugales ont déposé plainte auprès de la BFP. La violence morale et la violence financière sont les plus courantes des 4 types de violences qui existent, à savoir la violence économique, la financière, la violence morale et celle sexuelle. La BFP ou Brigade féminine de proximité poursuit sa mission de lutte contre les violences à l'approche des fêtes et sont venus sensibiliser la population à Nalakeil aujourd'hui. Le ministre de la Sécurité publique a encouragé la BFP dans la poursuite de sa mission pour le respect des droits humains. Concernant la préparation de la fête de fin d'année, les lieux de réception et restaurants sont déjà en pleine préparation pour les festivités de fin d'année. L'objectif est de satisfaire les clients et de proposer une fête exceptionnelle. Nous avons visité 2 établissements pour être au fait de leurs préparatifs avec Ruth Christelle Rakoutmalal et Asna Rafal Nzanahari. Nous nous trouvons actuellement dans la cuisine d'un lieu de réception à Talatamati, où les employés se préparent pour la grande fête de demain. Les courses sont faites, tous les ingrédients sont prêts afin de préparer un repas festif destiné aux clients. Un buffet sera proposé comprenant 12 entrées froides, 3 entrées chaudes, 5 plats principaux et 3 desserts qui seront servis durant la soirée du réveillon. Selon le responsable de l'établissement, l'objectif est de toujours satisfaire les clients tout en préservant l'identité qui a fait la renommée des fêtes de fin d'année dans ce lieu. Il reste encore des places disponibles pour ceux qui n'ont pas encore de programme. D'un autre côté, dans un établissement hôtelier situé à Ivatu, le décor met en avant l'artisanat malgache. Ce lieu est également prêt à accueillir ceux qui souhaitent déguster des plats typiquement malgaches dans une ambiance paisible pour le réveillon. Le matin, la piscine sera ouverte à ceux qui souhaitent se baigner en cette période de canicule. Ces lieux de réception et d'hébergement ont pour objectif d'offrir une fête de fin d'année unique à minuit. Du champagne est prévu pour les convives de Talatamati.
Continuons dans un tout autre sujet. La saison de pluie peut générer de nombreuses maladies, comme les maladies respiratoires, la diarrhée ou encore la fièvre. Et c'est la raison pour laquelle un centre médical privé a offert aujourd'hui des consultations gratuites à la population dans le Foukontane Idanoussibé en Djefen, tout en leur proposant des médicaments à moindre prix. Plus de détails avec Natera Koutmaouf sur les images de Nzar Ranjiansou. La saison des pluies est une période durant laquelle de nombreux types de maladies se manifestent, notamment les maladies respiratoires, les diarrhées ou autres. Un centre de santé privé qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Anousbé Djefen a offert des soins gratuits aux habitants du Foukontane. C'est une occasion de consulter surtout après ces 2 jours de pluie qui ont favorisé l'apparition de diverses maladies saisonnières. Outre les examens de santé de routine, le médecin a également déclaré que l'hygiène était le meilleur moyen de prévenir la propagation des maladies. Il ne s'agit pas seulement de se laver, mais il s'agit aussi d'assainir les environs des maisons pour éviter que les maladies se propagent à travers ces ordures qui s'amoncellent. Plus de 50 personnes ont bénéficié de ces examens de santé gratuits aujourd'hui dans le Foukontane d'Anousbé Djefen. Ce centre de santé a travaillé en collaboration avec le ministère de la Santé publique pour pouvoir réaliser ces consultations gratuites. Dans la partie sud de Madagascar, la commune urbaine de Touliar fait partie des communes qui ont demandé depuis bien longtemps la reprise de l'exploitation d'Ilménite dans cette localité. Maintenant que le projet est de retour, la municipalité attend du changement et du développement qu'apporte Base Touliar, selon les propos du responsable municipal qui a remercié le gouvernement pour sa décision de reprendre l'exploitation d'Ilménite. Judicaël Radjaniri, on s'en dit plus. La reprise de l'exploitation d'Ilménite constitue un tournant majeur pour changer l'économie de la région à Tsimouan-Djefen. Le maire de Touliar, Dédé Vitasidson, a particulièrement remercié la décision du gouvernement d'annuler la suspension du projet. Une décision qui, selon lui, permettra de relancer complètement le secteur économique et social de Touliar en raison des emplois qu'elle créera et des changements qu'elle apportera. Avant d'être suspendu, le projet avait aidé grandement la municipalité et les habitants. Par exemple, l'octroi de camions-bennes pour l'assainissement de la ville. Maintenant que le projet est de retour, a déclaré le directeur du cabinet municipal, non seulement la création d'emplois directs sera un avantage pour les résidents, mais bien plus encore. La ville de Touliar se prépare et attend l'ouverture de l'exploitation et prépare les jeunes à suivre la formation pour accéder au travail. L'objectif est que la majorité des jeunes de Touliar puissent obtenir du travail grâce à ce projet pour le bien de l'économie de cette région. Dans un tout autre contexte, l'événement culturel et touristique Sambara qui s'est tenu à Tolanor, région Anos, en fin de semaine a été un véritable succès. Un événement destiné à mettre en lumière les trésors culturels et touristiques de la région selon les informations. Anna Martina et Sech Andianab. Riche en diversité culturelle et en attrait touristique, la région Anos ambitionne de devenir une destination incontournable pour les amateurs de découverte et d'authenticité. À cet effet, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a relancé le festival Sambara, un événement destiné à mettre en lumière les trésors culturels et touristiques de la région. Cette édition a eu un impact significatif sur la mise en valeur de la destination Tolanor en encourageant les investissements et en favorisant l'attractivité touristique de la région. Les organisateurs ont également mis l'accent sur l'importance du soutien à la croissance locale et à la promotion de la richesse de la culture d'Anos. À noter que le secteur du tourisme fait partie des piliers du développement de l'État. Cette année, le festival Sambara qui s'est tenu à Tolanor du 26 au 29 décembre a connu un grand succès grâce à l'engagement des organisateurs, des partenaires et des acteurs locaux. À travers des activités artistiques, culturelles et sportives, le festival a offert au public une occasion unique de découvrir la diversité culturelle de la région Anos tout en soutenant le développement économique et touristique de Tolanor. Sambara est un événement sous l'égide du ministère du Tourisme et de l'Artisanat.
En ce qui concerne maintenant les actualités internationales, la Corée du Sud a lancé lundi une inspection complète de tous les avions Boeing 737-800 utilisés par des compagnies aériennes du pays au lendemain de l'accident de l'un de ces appareils à Muan dans le sud-ouest du pays, ayant fait 179 morts sur 180 passagers. Reportage signé France 24. Installé à Muan, la ville où s'est produit le crash qui a fait 179 morts, la pire catastrophe aérienne de l'histoire de la Corée du Sud. Un deuil national de 7 jours a été décrété. L'enquête suit son cours pour déterminer les causes du drame. Les boîtes noires ont été retrouvées. Elles confirment la thèse initiale d'une collision avec un oiseau. Le pilote a lancé un appel de détresse à la tour de contrôle. 3 fois, il a déclaré « Mayday, Mayday, Mayday » avant d'utiliser les termes « collision avec un oiseau » et « remise des gaz ». Les moteurs endommagés, l'avion doit atterrir d'urgence. Pas le temps pour le pilote de brûler le carburant qui favorisera peu après l'explosion. Il réussit à poser l'appareil au sol, mais le train d'atterrissage ne fonctionne pas. Le Boeing 737-800 finit par percuter un mur en bout de piste. Il protégeait une antenne utilisée pour guider les avions. Les enquêteurs s'intéressent à l'architecture de l'aéroport. Normalement, il n'y a pas de tel obstacle solide en bout de piste. C'est contre les standards de sécurité de l'aviation internationale. C'est cette structure qui a fait s'écraser et s'enflammer l'avion. Selon l'agence sud-coréenne Yonhap, un autre Boeing 737-800 de Jeju Air a subi ce lundi matin un dysfonctionnement lié au train d'atterrissage. Il a pu faire demi-tour et se poser sans encombre à son aéroport de départ. En réaction, les autorités sud-coréennes annoncent vouloir inspecter tous les exemplaires de ce modèle. Ils sont 101 à opérer dans le pays. Ensuite, le Premier ministre François Bayrou est arrivé 30 décembre à Mayotte à la tête d'une imposante délégation ministérielle pour une intense journée de déplacement sur l'île dévastée par le cyclone Chido. Dernièrement, reconstruire Mayotte en 2 ans, c'est l'objectif qu'il faut se fixer, a-t-il affirmé lors de cette visite. Reportage sur les images de France 24. L'eau potable, c'est l'un des enjeux majeurs ici à Mayotte après le passage de la tempête Chido. Ce matin, c'est donc à l'usine de dessalement de Petite Terre que François Bayrou s'est rendu en premier. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Oui, c'est ce qu'on va voir maintenant. Si le réseau d'eau courante a été rétabli, reste un problème, celui de sa production loin d'être suffisante. Une des solutions temporaires, des citernes. Il faut absolument faire revenir ces citernes. À La Réunion ? Elles sont reparties. Je ne sais pas où elles sont. Il faut chercher les citernes, monsieur. Il y en a pas mal qui ont été détériorées. Donc il faut un plan citerne. Outre les visites, le Premier ministre est également venu avec un plan pour l'archipel appelé Mayotte debout. Ce qu'ils veulent, c'est du réel. Après une journée de dialogue, nous annoncerons ce soir avec un plan qui va s'appeler Mayotte debout, qui est un plan qui concerne absolument tous les points que nous avons identifiés. À l'issue de cette journée, François Bayrou s'exprimera depuis le conseil départemental. Et aux États-Unis, l'ex-président américain et prix Nobel de la paix Jimmy Carter est mort dimanche à l'âge de 100 ans dans la ville natale de Georgie, dans le sud-est des États-Unis, provoquant une pluie d'hommages de ses successeurs à la Maison-Blanche et dans le monde. France 24. Jusqu'au bout, il aura été ce président accessible et proche des Américains. Dans l'avion commercial qui le ramène chez lui, Jimmy Carter salue les passagers un à un. C'est un honneur, merci. Le plus vieux président américain s'est éteint dans sa ville natale de Plains, en Géorgie, auprès de ses proches. En 1976, Jimmy Carter était pratiquement un inconnu pour les Américains. Mon nom est Jimmy Carter, je suis candidat à la présidentielle. Mais il réalise une ascension spectaculaire durant sa campagne, axée sur l'honnêteté en politique. Je ne dirai jamais un mensonge et je ne mentirai pas au peuple américain. Cet officier de marine, fils de fermier de Géorgie et fervent catholique, va placer les droits de l'homme au cœur de sa politique étrangère. Il est l'un des principaux artisans du traité de paix signé à Camp David en 1978 et de cette poignée de main historique entre l'Israélien Begin et l'Égyptien Sadat.
Le rapprochement avec la Chine communiste de Deng Xiaoping, c'est encore lui. De même qu'un accord de limitation d'armes stratégiques signé avec l'Union soviétique de Brejnev. Mais sous son unique mandat, l'économie américaine est morose. À cela s'ajoute la crise iranienne. En accordant l'asile politique au Shah d'Iran, les États-Unis déclenchent la colère des étudiants de Téhéran. 52 diplomates américains seront pris en otage. Leur libération intervient près d'un an et demi plus tard sous la présidence de son successeur, Ronald Reagan. En 1981, après sa présidence, Jimmy Carter sera l'homme des missions presque impossibles en faveur du dialogue avec la Corée du Nord, la Bosnie et Cuba. Autant d'engagements qui lui vaudront le prix Nobel de la paix en 2002. Défenseur acharné de la démocratie, il affichera publiquement son opposition à Donald Trump. Durant les obsèques de George Bush père au premier rang avec tous les présidents, Jimmy Carter et Donald Trump s'échangeront à peine un regard, tant les deux hommes semblent être à l'opposé. Donald Trump n'a pas gagné l'élection de 2016. Il a perdu le vote populaire. Il a réussi à accéder à la Maison-Blanche avec l'aide des Russes à sa demande. L'autre cheval de bataille de Jimmy Carter, c'était aussi sa fondation pour le logement menée avec sa femme, reconstruisant des milliers de maisons pour des familles modestes aux États-Unis et dans le monde. Même après un cancer et plusieurs chutes, il venait toujours pour participer. Comme vous le voyez, j'ai un œil au beurre noir. Mais ma priorité numéro 1 était quand même d'être là à Nashville pour construire des maisons. Le 39e président des États-Unis continuera aussi jusqu'à la fin de sa vie à donner ses cours de religion le dimanche dans sa petite église natale. Aujourd'hui, de nombreux historiens réévaluent la postérité et le travail de Jimmy Carter. Avec son unique mandat, le président américain aura mis toute son énergie à faire des États-Unis un médiateur pour la paix. Mesdames et messieurs, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.